Donc nous, évidemment, nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de pouvoir éventuellement collaborer avec vous. On l'a déjà fait il y a quelques semaines avec les associations de terrain, donc les associations œuvrant pour l'insertion par le logement. Mais on sait aussi qu'a priori, l'usager du service public, la première administration vers laquelle il se tourne, c'est a priori une administration qui relève du pouvoir local. Donc soit une administration communale ou alors un centre public d'action sociale. L'idée, c'est vraiment ici de vous donner donc des premières informations quant à la notion, quant à la procédure qui peut être introduite auprès de nos services. On sait très bien qu'en un peu plus de 2 heures de temps, c'est pas possible de vous présenter toute la matière. Je pourrais vous parler de la discrimination toute la journée. En l'occurrence ici, je suis limitée en termes de timing. Mais ce que je voudrais, c'est quand même vous donner un certain nombre d'éléments qui vous vont permettre éventuellement d'être en alerte ou d'alerter les usagers que vous accompagnez dans le cadre de vos missions respectives. Alors, par rapport donc, à la lutte contre les discriminations dans le secteur du logement, il y a quand même une histoire d'amour qui a débuté par l'adoption d'une ordonnance en fin 2018, donc entrée en vigueur en 2019, et qui va en quelque sorte confier la compétence de la lutte contre les discriminations à la direction de l'inspection régionale du logement. Je vais brièvement vous donner un petit peu, vous présenter l'historique de cette adoption d'ordonnance ainsi que les arrêtés d'exécution qui permettent justement à la DIRL de mettre en œuvre la compétence. Ensuite, je vais vous présenter la notion de la discrimination. Qu'est-ce qu'on entend par discrimination? C'est une notion juridique qui va devoir en fait couvrir un certain nombre de conditions pour permettre à la DIRL de pouvoir agir. Et puis, on va aussi présenter brièvement les différentes situations et je vais identifier la situation pour laquelle la DIRL éventuellement pourra agir. Il y a d'autres situations pour lesquelles la DIRL n'est pas compétente. Donc l'idée aussi ici, c'est de vous renvoyer éventuellement vers d'autres institutions, organismes, services qui peuvent accompagner les usagers qui font l'objet ou sont témoins d'un fait de discrimination et pas forcément dans le domaine du logement. Ensuite, la grande question, et ça c'est vraiment la particularité de la matière liée à la discrimination, c'est, comme l'a dit très justement Monsieur le Directeur Général, c'est le problème de la preuve. Donc ici, effectivement, on se rend compte que pour prouver une discrimination, c'est très compliqué, et c'est pour la raison pour laquelle le législateur est intervenu et a mis en place un mécanisme très spécifique à la discrimination pour permettre à la victime ou au témoin de pouvoir apporter des éléments de preuve prouvant cette discrimination. Et je vais en terminer dans ma présentation par la procédure proprement dite, comment on alerte l'administration régionale quand on est témoin ou victime d'un fait de discrimination dans le secteur du logement. Ça va? Donc gros programme, mais on va essayer d'avancer. On va commencer par une brève présentation historique. Le but, c'est pas de refaire évidemment toute l'histoire de la mise en place de dispositifs visant à lutter contre les discriminations. Juste un petit mot peut-être par rapport aux compétences de la DIRL, la direction de l'inspection régionale du logement. C'est une direction qui a plusieurs compétences. La compétence la plus connue, c'est celle qui vise à vérifier la conformité des logements. Donc ça, normalement, a priori, tout le monde connaît cette compétence. Puis il y a eu récemment, ces dernières années en tout cas, d'autres compétences qui se sont rajoutées. Et celle qui est la plus récente, c'est celle qui est relative à la lutte contre les discriminations dans le secteur du logement. Alors, par rapport à la perspective historique et de la mise en place du dispositif, il y a eu quand même, comme je vous disais, la première ordonnance fin 2018 qui a été adoptée par le Parlement bruxellois et qui vise vraiment à mettre en place un dispositif qui est tout à fait innovateur. C'est la région Bruxelles-Capitale, c'était la seule région
jusqu'il y a très peu de temps, puisque maintenant la région wallonne a emboîté le pas et a prévu un dispositif similaire qui s'applique sur le territoire de la région wallonne. Mais donc la région bruxelloise, c'était vraiment la première région pionnière qui a mis en place ce type de dispositif qui vise à lutter contre les discriminations dans le secteur du logement. Alors il y a eu un engagement tout de suite qui a été formulé par le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale qui était de s'engager quant à l'évaluation régulière de ce dispositif qui est mis en place. Donc effectivement il y a cette ordonnance, cette législation qui va prévoir donc une procédure, des conditions à remplir pour pouvoir initier une procédure à l'encontre d'un auteur, un contrevenant qui aurait commis un fait de discrimination, en l'occurrence les bailleurs. Mais on va aussi, au niveau de la région Bruxelles-Capitale, s'engager à évaluer régulièrement ce dispositif. Alors, pourquoi l'évaluer? Parce qu'on peut se rendre compte à un moment donné que ce dispositif n'est pas suffisant ou que le dispositif tel qu'il a été imaginé devrait donc connaître quelques corrections pour pouvoir mieux agir sur le terrain. Donc et dès 2020, on met en place des processus d'évaluation. Il y a des grandes études qui sont menées par des grandes universités, l'Université de Gand, la VUB, à la demande éventuellement de la région ou de grandes institutions telles que UNIA, par exemple. Donc on met en place ces dispositifs. Et puis, on se rend compte très vite qu'en fait, il faut aller un peu plus loin pour pouvoir mieux agir et pouvoir vraiment endiguer le phénomène qui est la discrimination dans le secteur du logement. Alors en 2021, il se passe quand même un événement très très important, c'est qu'on constitue au sein de la direction inspection régionale du logement la cellule qui va être chargée de gérer les dossiers et de mettre en place tous les outils permettant d'agir. Quand je vous parle d'outils, c'est tant les outils juridiques, les outils logistiques, les outils permettant de gérer les dossiers, etc. Donc on va mettre en place en interne également un certain nombre d'outils qui vont permettre justement à ce service de pouvoir exister et de pouvoir agir en vue évidemment de réaliser la mission confiée à la région. Et puis en 2021, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être un certain nombre de propositions de modification de la première ordonnance qui avait été adoptée en 2018 à formuler auprès du gouvernement. Et donc il y a tout un travail qui est fait au sein de la cellule avec une nouvelle proposition d'ordonnance qui vise justement à contourner ou en tout cas résoudre les obstacles qui ont été constatés jusqu'ici. En 2022, une nouvelle ordonnance est adoptée, donc l'ordonnance du 9 juin 2022, qui vise évidemment à aller plus loin et à mettre en place de nouveaux dispositifs, toujours pour mieux agir sur le terrain. Parmi ces dispositifs, et là, Monsieur le Directeur Général l'a présenté aussi, c'est l'utilisation de tests proactifs. Donc, dorénavant, on n'est pas obligé d'attendre qu'une plainte ou un signalement soit introduit auprès de nos services pour pouvoir agir. On peut, nous, la direction inspection régionale du logement, d'initiative, enquêter, réaliser un test de discrimination, et j'y reviendrai un peu plus tard, pour pouvoir éventuellement constater des faits de discrimination et agir en vue de sanctionner, le terme est dur, mais c'est la réalité, le bailleur qui commet un fait de discrimination. En 2023, on va adopter une série d'arrêtés d'exécution qui visent évidemment à mettre en exécution la législation qui avait été adoptée par le Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans l'ordonnance du 9 juin 2022 ? Ça, c'est les grandes nouveautés. C'est l'ajout dans la liste des critères protégés d'un certain nombre de critères, soit pour pouvoir harmoniser la législation régionale avec d'autres législations et notamment la législation fédérale, ou alors pour introduire, encore une fois, des critères tout à fait spécifiques et inédits, comme par exemple le critère de la responsabilité familiale. Ce qui va donc être également introduit dans cette ordonnance, c'est permettre donc à la direction inspection régionale du logement de pouvoir agir
donc, contre un contrevenant lorsqu'il fait obstacle dans l'accès au logement, mais également on va étendre et pouvoir agir en cours de bail ou à la fin du bail ou après le bail. Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre la compétence de la direction inspection régionale du logement et de pouvoir agir lorsqu'il y a un fait de discrimination dans l'accès au logement, mais aussi en cours de bail et à la fin du bail. Il y a la prise en considération également de ce qu'on appelle les discriminations multiples. Il peut y avoir des situations où plusieurs critères protégés ont été violés par un bailleur. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à notre service d'agir lorsqu'on se trouve dans des situations où il y a un certain nombre de critères protégés qui ont été violés par le bailleur. Ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle ordonnance, c'est l'introduction de nouvelles formes de discrimination, telles que par exemple le harcèlement sexuel ou le refus d'aménagement raisonnable. Je vais en dire un mot un peu plus tard dans la présentation. Puis il y a une mise en conformité, comme je le disais, de la législation fédérale, mais également éventuellement de directives européennes, de la réglementation européenne. Les tests proactifs, je vous ai également expliqué. Grande particularité aussi, c'est que désormais la direction inspection régionale du logement va pouvoir faire appel à des associations, et notamment les associations œuvrant pour l'insertion par le logement, et des acteurs au sens strict, des comédiens, pour réaliser à la demande de la direction un test de discrimination. Là aussi, on y reviendra un peu plus tard. Autre nouveauté de cette ordonnance qui date de 2022, c'est permettre une meilleure information, améliorer l'information vis-à-vis des bailleurs afin qu'ils sachent exactement ce qu'ils peuvent demander comme documents et informations à un candidat locataire. Donc, auparavant, c'était une zone très très floue. A priori, en fonction du bailleur, le bailleur demandait des documents et des informations permettant de vérifier les candidatures et de pouvoir faire la sélection du candidat locataire retenu pour l'attribution du logement. Mais désormais, le législateur est intervenu et a précisé à quel moment le bailleur pouvait demander quels documents ou informations. Donc ça aussi, c'est une grande nouveauté qui date de juin 2022. Ensuite, il y a eu une mise en conformité au niveau du RGPD, pour ceux qui connaissent, mais c'est toutes des dispositions qui visent à protéger la vie privée des bailleurs, des victimes, etc., donc de toutes personnes qui sont concernées par le dossier qui est amené à être traité par notre service, et surtout pouvoir garantir la protection et la minimisation de la communication de certaines données aux tiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très technique, mais ça a été également pris en considération lors de la dernière modification. Alors j'en arrive au cœur du sujet, c'est la discrimination. Donc la discrimination, qu'est-ce que c'est? Il y a un certain nombre de questions que l'on se pose systématiquement lorsqu'on reçoit une plainte ou un signalement pour discrimination. Donc la discrimination, dans l'absolu, c'est un objectif très très louable, mais ça renvoie d'office à une notion juridique. Donc parfois, on a un petit peu du mal à faire comprendre ça, notamment aux victimes ou témoins de faits de discrimination, mais il est très important pour nous, en fait, d'être complètement raccord avec la législation et d'attacher un fait qui nous est rapporté par le biais d'une plainte ou un signalement à une qualification juridique. Ok, très très important. Et puis à un examen particulier que je vous expliquerai dans 2 secondes, qui va nous amener éventuellement à initier une procédure. Donc c'est pas automatique. C'est pas parce qu'une personne nous a dit à un moment donné j'ai été traité différemment par rapport à une autre personne, ok, on m'a pas accordé le logement, que ipso facto ça voudrait dire qu'on initie une procédure, qu'un bailleur est entendu et qu'éventuellement il est sanctionné. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on essaye d'expliquer assez régulièrement. Alors, on part toujours, quand on parle de discrimination, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une différence de traitement. C'est la pure application du principe d'égalité qui est inscrit notamment dans la Constitution.
Mais donc, c'est l'idée que tout Belge est égaux devant la loi. Enfin, tous les Belges sont égaux devant la loi. Donc ça, c'est vraiment l'idée de départ. Okay, donc, on va considérer que deux personnes ou plusieurs personnes qui se trouvent dans la même situation juridique doivent être traitées de la même façon. A priori, vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici. Okay, et si deux personnes se trouvent dans des situations juridiques différentes, a priori, ils peuvent être traités aussi de façon différente. Ça, c'est le grand principe. Généralement, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour arriver effectivement à ce traitement différencié, on part toujours en fait d'un présupposé. Okay, donc on part toujours d'abord d'un stéréotype qu'on va un petit peu coller sur une catégorie de personnes. Ici, je vous ai donné l'exemple sur le slide des bénéficiaires du CPAS. Donc un stéréotype, c'est de dire les bénéficiaires du CPAS, a priori, ce sont des personnes qui ne savent pas prendre leur vie en main. Voilà, ce sont des assistés. Hein. Ils ont besoin qu'on les accompagne au cours de leur vie pour les aider parce que seuls, ils ne sont pas autonomes, ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est un stéréotype. Okay, et puis, le stéréotype va souvent conduire à un préjugé. Okay, donc, parce que ce sont des personnes qui ne prennent pas leur vie en main, on va considérer qu'ils ne payent pas souvent leur loyer. Ouais, donc on passe à autre chose. Donc, a priori, sur base d'une idée qu'on se fait d'une catégorie de personnes, cette idée va conduire en fait à poser un jugement de valeur sur cette catégorie de personnes. Et puis, la discrimination, c'est effectuer une différence de traitement. Okay, c'est traiter différemment ces personnes parce qu'on a posé sur eux un stéréotype et puis un préjugé. Et donc la discrimination, en l'occurrence ici pour le cas que je vous ai présenté sur le slide, c'est de dire parce que ce sont des personnes qui ne savent pas prendre leur vie en main, ce sont des personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer, et donc ce sont des personnes que je vais en tant que bailleur refuser de prendre en considération dans l'attribution de mon logement. Ça va ? Donc, en fait, c'est tout le process qui va conduire au traitement différencié. Alors ça, c'est la première question qu'on se pose. Hein. Est-ce qu'il y a traitement différencié ? Est-ce que j'ai été traité différemment par rapport à une autre personne ? Ensuite, deuxième question qu'on va se poser au sein de notre cellule, c'est de dire, ok, la personne a été traitée différemment, mais ce traitement différencié est fondé sur quoi ? Qu'est-ce qui a conduit éventuellement le bailleur à considérer qu'en fait, il ne préfère pas conclure un contrat avec cette personne, ou en l'occurrence, il refuse la candidature de cette personne. Et donc, on va devoir rattacher le fait de discrimination à un critère protégé par la loi. Alors, encore une fois, et c'est la raison pour laquelle donc, ça demande toujours une analyse juridique du dossier, c'est qu'on va demander à la victime ou au témoin d'un fait de discrimination, selon lui, pour quelle raison la candidature ou le bailleur éventuellement aurait discriminé, aurait posé une différence de traitement. Et donc, en fonction des faits qui nous sont rapportés, hein, on va essayer de rattacher ces faits à un critère protégé. Alors, il y a beaucoup de critères protégés qui sont énoncés par la loi. Je ne vais évidemment pas, et je n'ai de toute façon pas le temps, ce serait peut-être intéressant, et notamment pour mes collègues juristes qui se trouvent dans la salle, de vraiment poser l'explication de chaque critère protégé. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, rattacher ce fait de discrimination à un critère protégé. Uniquement les critères protégés qui se retrouvent dans la loi, en l'occurrence dans l'ordonnance. Mais quand je dis loi, c'est ordonnance. Donc, par exemple, si on reçoit une plainte ou un signalement d'un candidat locataire qui nous explique que le bailleur refuse une personne qui fume, ben moi je vais vérifier si le fait de fumer et de poser ce traitement différencié par rapport à cette personne peut être rattaché à un critère protégé par la loi. Ça va ? Donc, à votre avis, oui, non, par rapport aux critères énoncés, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut rattacher... Effectivement, je vois beaucoup
voilà, de tête me signalant que non, mais effectivement, le fait d'interdire, ou en tout cas de refuser le candidat locataire fume dans le logement, a priori, moi, je ne peux pas rattacher ce critère, ce fait de discrimination à un critère protégé par la loi. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais expliquer à la victime potentielle? C'est que je vais expliquer qu'a priori, je ne suis pas compétente. En tout cas, que mon service n'est pas compétent pour connaître de ce type de fait. Ça va? Donc, clairement, on s'en tient vraiment à cette analyse et cette approche juridique des faits. Ensuite, une fois qu'on a identifié le fait, qu'on a identifié le critère protégé, je vais aussi devoir, à un moment donné, en tant que juriste, qualifier les faits. Donc, il y a un certain nombre d'infractions qui sont prévues à l'article 14 du Code bruxellois du logement. Et donc, je vais devoir qualifier les faits qui sont portés à ma connaissance pour pouvoir, après, clairement indiquer au bailleur de quoi il est inquiété. Hein. Quelle est l'infraction qu'il a commise et quelles sont les raisons pour lesquelles, éventuellement, il est amené à être auditionné, être entendu par mon service. Alors, je ne vais pas revenir précisément sur toutes les infractions. Elles sont reprises sur le slide, mais effectivement, donc, il y a les infractions d'harcèlement discriminatoire, les infractions relatives au refus d'aménagement raisonnable, la discrimination directe, la discrimination indirecte, l'injonction à discriminer et la discrimination par association. En 2-3 mots. Comme ça, vous savez plus ou moins à quoi. Alors, le harcèlement discriminatoire, c'est harceler une personne. A priori, c'est adopter un comportement qui vise à créer un environnement hostile, dégradant, humiliant, mais qui est teinté de discrimination. Okay, on harcèle parce que il y a implicitement un critère protégé qui est violé. Donc l'idée c'est ça. Ensuite, le refus d'aménagement raisonnable, ça c'est quelque chose de très spécifique à la situation d'handicap d'une victime de discrimination. C'est dans le cas, par exemple, où elle serait amenée à formuler une demande d'aménagement de son logement à un bailleur, en raison de son handicap, et que ce bailleur refuse l'aménagement demandé. Alors attention, il y a quand même une petite particularité, c'est que l'aménagement doit être raisonnable. Donc il ne s'agit pas de vouloir que le logement soit revu et reconstruit depuis le début, mais c'est vraiment demander des petits aménagements qui vont en réalité apporter un certain confort à la personne qui se trouve en situation de handicap. La discrimination directe, c'est quelque chose qui va vous parler. Hein. C'est clairement discriminer une personne en raison d'une caractéristique intrinsèque. Parce qu'elle présente un critère protégé par la loi, on la discrimine. Le cas typique, c'est discriminer une personne d'une origine différente, refuser la candidature d'une personne d'origine étrangère ou refuser la candidature d'une personne en raison de sa couleur de peau, etc. etc. Ça, c'est des situations assez claires, généralement, à comprendre. La discrimination indirecte, c'est un peu particulier, c'est un peu plus sournois, je vais dire ça comme ça. C'est que derrière, en fait, un comportement qui paraît neutre, ou une demande qui paraît neutre, en réalité, ce comportement ou cette demande qui est neutre peut conduire à discriminer une personne. Alors, on va voir un exemple un peu plus loin, dans quelques minutes, que je vais vous présenter, mais c'est par exemple le cas d'un bailleur qui, d'emblée, donnerait comme information aux candidats locataires que, par exemple, les chiens ou les animaux domestiques ne sont pas autorisés au sein de son logement. Ça, il refuse. A priori, le chien n'est pas protégé en tant que tel dans la loi, en tout cas dans l'ordre actuel des choses, il ne l'est pas. Mais indirectement, en excluant les chiens, en réalité, on peut exclure aussi les personnes porteuses d'un handicap qui ont besoin, dans la vie quotidienne, d'avoir l'assistance d'un animal
hein, pour leur permettre d'avoir un certain confort de vie. Donc voilà, donc, de façon indirecte, on est amené à discriminer. Ça va, alors qu'a priori, la demande ou le comportement initial pourrait paraître totalement neutre. L'injonction discriminée, c'est aussi quelque chose de très particulier et donc ça nécessite en tout cas l'intervention de au moins 2 personnes, voire 3, mais c'est le bailleur qui va demander éventuellement à une agence immobilière, hein, donc un bailleur privé va mandater une agence immobilière pour mettre en location son logement et il va donner injonction à cette agence immobilière de discriminer sur base d'un ou de plusieurs critères protégés. Ça va ? Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné au tout début, c'est typiquement le bailleur qui se rend auprès d'une agence immobilière et qui dit « Ok, je mets mon logement en location, je vous confie la mise en location, mais attention, je ne veux pas de candidats émargeant au CPAS. » Ça, c'est une injonction assez claire de discriminer. La discrimination par association, c'est discriminer non pas donc la personne directement, mais c'est parce qu'elle est associée à une autre personne, on va quand même indirectement la discriminer. Alors le cas typique, c'est par exemple les couples donc mixtes, donc, où vous aurez éventuellement une personne d'origine belgo-belge, je vais dire ça comme ça, et puis l'autre partenaire est d'origine étrangère ou a une couleur de peau différente, et donc parce qu'on associe la première personne à la seconde, on va discriminer la première. Ça va ? Donc ça, c'est une discrimination par association. Et donc l'idée, encore une fois, toujours de revenir, il faut permettre de donc partir du fait de discrimination, okay, de s'entendre sur ce qu'on entend par le fait de discrimination, le traitement différencié attaché à un critère protégé, et de pouvoir aussi apporter, je veux dire, rattacher ce fait de discrimination à une qualification juridique. Ah, mais ce n'est pas fini. Parce qu'après ça, une fois qu'on a éventuellement qualifié les faits, qu'on a identifié l'infraction de discrimination, on va aussi devoir se poser la question de « mais est-ce que le traitement différencié qui a été opéré par le bailleur est justifié ou pas ?» Ça, c'est une question qui parfois choque aussi les victimes de faits de discrimination et qu'on est très souvent amené à expliquer. C'est que, a priori, un bailleur peut justifier une discrimination. Ok ? Mais je vais vous expliquer que ça se fait quand même dans un certain cadre. Donc, il peut être amené à justifier le traitement différencié opéré entre éventuellement plusieurs candidatures qui ont été soumises dans le cadre d'une procédure de sélection, sauf les discriminations directes fondées sur les critères dits raciaux, donc la couleur de peau, l'origine nationale ou ethnique. J'arrive jamais à les retenir. La naissance. Attendez, je vais vous dire ça. Si je les ai sous les yeux, ça va aller tout de suite mieux. Donc nous avons la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique, donc pas la naissance. Mais donc il y en a 5, c'est la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. Donc si une personne est discriminée de façon directe, et je vous renvoie à la notion donc de discrimination directe que je vous ai posée il y a quelques secondes, si une personne est discriminée de façon directe sur cette base-là, en aucun cas le bailleur ne peut justifier le traitement différencié opéré. Ça va ? C'est la seule exception. Mais pour tout le reste, il peut apporter une justification. Alors, pas n'importe comment. On applique ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. C'est un principe assez bien connu des juristes, mais donc on va vérifier concrètement si la justification apportée par le bailleur poursuit ce qu'on appelle un but légitime, et que les moyens utilisés pour atteindre ce but sont
nécessaire et adapté. Donc il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir que pour pouvoir justifier une discrimination. Alors c'est toujours parlant quand on part d'exemples. Je vais vous donner un exemple tout de suite qu'on a eu dans un des dossiers qu'on a dû traiter. C'est un bailleur qui se voit remettre la candidature d'une famille. Donc une famille, un couple classique, hein, papa, maman, avec 2 enfants. Okay. Et le bailleur, en l'occurrence, refuse la candidature de cette famille. Okay. Donc la famille pas contente, fait savoir qu'elle a été victime d'un fait de discrimination auprès de la DIRL. Notre cellule instruit le dossier et effectivement, on aimerait quand même entendre le bailleur, et en tout cas entendre sa version des faits, pour essayer de vérifier si effectivement il y a eu discrimination ou si éventuellement cette discrimination peut être justifiée avec les éléments qu'il pourra porter à notre connaissance. Et lors de l'audition, le bailleur nous explique que oui, effectivement, il a bien refusé la candidature de cette famille, donc composée de papa, maman et de 2 enfants, parce que, en fait, dans l'immeuble dans lequel se trouve le logement, les autres logements sont occupés par des personnes célibataires, seules, très calmes, qui travaillent en journée, puis qui viennent dormir le soir, ils ne font pas de bruit, ils sont gentils. Et donc, lui, en tant que bailleur de ces différentes unités de logement, il voudrait veiller à ce qu'il y ait quand même une certaine paisibilité qui soit assurée aux autres locataires. Et vous comprenez bien, il m'explique lors de l'édition que, vous voyez, madame, 2 enfants en bas âge, ça fait beaucoup de bruit quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le bailleur poursuit un but légitime, selon vous? C'est intéressant. Ok. Oui, non, on peut discuter. Ça aussi, c'est, effectivement, je vois des têtes qui tendent vers le oui, puis des hochements qui tendent vers le non, mais ça peut tout à fait s'expliquer comme ça. Et on peut considérer que c'est un but légitime, ou au contraire, ce n'est pas un but légitime poursuivi par le bailleur. Donc ça fait partie, effectivement, de l'analyse opérée par notre service pour pouvoir, estimer si le but poursuivi par le bailleur est un but légitime. Alors, je vais peut-être vous contrarier un petit peu, mais nous, dans notre dossier, c'est qu'on a considéré que son but était légitime. Assurer la quiétude, la paisibilité au sein de l'immeuble, a priori, c'est un but légitime. Okay. Par contre, on a considéré que pour nous, les moyens utilisés que pour atteindre ce but légitime qui est d'assurer une certaine forme de paisibilité au sein de l'immeuble, elles n'étaient pas adaptées, c'était pas nécessaire. Okay. On a considéré que empêcher une famille de pouvoir se voir attribuer ce logement parce que on souhaite assurer la quiétude et la paisibilité au sein de l'immeuble, c'était un but légitime qui était poursuivi par le bailleur, on pouvait l'entendre comme ça en tout cas, mais que les moyens utilisés, donc l'exclusion d'une famille, c'était pas un moyen approprié et nécessaire que pour atteindre ce but. On pouvait très bien imaginer qu'on mette en place un règlement d'ordre intérieur au sein de cet immeuble et que soit inscrit dans ce règlement d'ordre intérieur un certain nombre de règles qui vont permettre justement d'atteindre cette paisibilité, cette quiétude, donc, et de permettre à tous les occupants d'immeubles de pouvoir occuper leur logement paisiblement. Et donc ici, encore une fois, c'est pour vous démontrer que ça nécessite de toute façon une analyse au cas par cas. Ça va? Donc a priori, à l'exception des discriminations directes fondées sur les critères dits raciaux, le bailleur peut justifier le traitement différencié qu'il a opéré parmi des candidats locataires, pour autant qu'il prouve qu'il poursuit un but légitime et que les moyens utilisés sont adaptés et nécessaires. Donc, autre question qu'on va se poser, on a un fait de discrimination.
c'est un fait de discrimination qui vise un critère protégé par la loi, en tout cas qui recouvre un critère protégé par la loi. On peut rattacher ce fait de discrimination à une qualification juridique qui est prévue à l'article 194 du Code bruxellois du logement. Et le fait de discrimination concerne le secteur du logement. Ça peut vous paraître a priori assez clair, mais on reçoit beaucoup de plaintes qui éventuellement concernent des faits de discrimination, mais pas le secteur du logement, ou pas la région de Bruxelles-Capitale. Et donc on est amené à effectivement se déclarer incompétent dans ces cas de figure-là. Et puis la question quant à la justification, est-ce que la justification est possible? Ce n'est que si on répond à toutes les conditions que la DIRL peut se déclarer compétente. Donc il y a tout ce cheminement juridique à effectuer. Alors ici, on va un petit peu faire un exercice ensemble. Je vous présente un cas donc de discrimination, mais qui est vraiment le cas typique, quoi, qui recouvre vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est plutôt intéressant parce que ça illustre vraiment tous les faits dont on a eu à prendre connaissance dans le traitement de nos dossiers au sein de la cellule. Alors c'est un cas tout à fait fictif, hein. Ça ne s'est pas réellement passé comme ça, mais ça recouvre un certain nombre de dossiers qu'on a dû à traiter. Alors, imaginons que donc il y a une personne qui recherche un logement et cette personne va consulter des sites qui présentent des offres de logement tels que par exemple ImoWeb, c'est le site le plus connu, mais aujourd'hui on voit beaucoup d'offres de logement qui sont publiées sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, etc. Je ne les connais pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire, mais tout cela. Mais donc il y a un certain nombre d'offres de logement, donc on a une personne qui va rechercher un logement, qui tombe sur une offre de logement, et cette offre de logement, elle est publiée par une agence immobilière. Donc, agence immobilière qui s'est vue confier la mise en location du logement par un bailleur privé. Ça c'est pour vous situer un petit peu le contexte. Par rapport au profil du candidat, donc c'est monsieur W, qui est d'origine turque. On va voir après si c'est intéressant de connaître son origine ou pas. Et la composition de son ménage est composée de 2 enfants, donc en bas âge plutôt, 2 ans et 5 ans. Et il est marié, sa femme est sans emploi pour l'instant. Les ressources financières du ménage s'élèvent à 2 750 € grosso modo. Et il va introduire une candidature, ou en tout cas il veut visiter un logement qui a une superficie de 70 mètres carrés, composé de 2 chambres, qui est situé sur la commune de Schaerbeek, dont le loyer s'élève à 800 € et les charges mensuelles à 150 €. Ça va, a priori c'est un cas un peu classique qu'on retrouve dans un certain nombre de nos dossiers. Donc il va solliciter l'organisation d'une visite auprès de l'agence immobilière. Là, a priori, il n'y a pas de problème. L'agence immobilière dit c'est OK, on va organiser une visite, et donc il se voit lors d'une visite. Et il visite l'appartement et il confirme son intérêt pour cet appartement. Il est très très intéressé. Ça correspond picobello à ce qu'il veut. Ça va ? Donc compte tenu évidemment de sa situation et de la composition familiale. Et puis l'agence immobilière, lors de la visite, lui fait quand même savoir 2-3 informations quand même assez intéressantes, puisqu'elle lui dit d'emblée, vous pouvez introduire, a priori ça se passe comme ça, hein, vous pouvez introduire votre candidature. Moi, en tant qu'agence immobilière, je recueille toutes les candidatures et puis je les soumets au bailleur privé qui va lui sélectionner le candidat locataire retenu. Ça va ? Mais l'agent immobilier qui s'est occupé de la visite va expliquer à M. W que le bailleur souhaite
en tout cas, il y a un certain nombre de critères qui doivent être rencontrés dans la candidature du candidat locataire. Il souhaite, que le revenu, les ressources financières de cette personne correspondent à au moins 3 fois le montant du loyer et des charges. Okay. Et que le bailleur n'est pas très emballé par la composition de famille de ce candidat locataire parce qu'a priori, il voudrait un couple avec maximum un enfant. Vous comprenez, monsieur, il y a 2 chambres, la chambre des parents, et puis il y a une chambre, c'est la chambre d'un enfant, mais 2 enfants dans une chambre, non. Pour le bailleur, la configuration de l'appartement ne correspond pas à votre configuration familiale. Ça va? Parce que le bailleur a une idée toute faite de la façon dont il faut vivre au sein de son logement. Ça va? Et donc, il va lui expliquer ça, et puis il va lui dire aussi, il y a quand même 2 clauses dans le contrat de bail sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. C'est qu'il y a une clause qui prévoit que les occupants du logement doivent opter pour un style de vie ou un mode de vie à l'européenne. Je peux vous garantir qu'on a déjà eu ça dans un de nos dossiers. Okay. Pourquoi pas? Et qu'en plus, donc dans le règlement d'ordre intérieur, imposé ou en tout cas communiqué par le bailleur, on y indique que les animaux ne sont pas admis. Et puis il lui dit, voilà, donc le monsieur confirme toujours son intérêt pour le logement. Oui, enfin, le monsieur veut juste un logement parce qu'en fait, il doit absolument quitter son logement et il est un peu dans l'urgence, donc il dit oui, il acquiesce à tout. Donc il dit, je vais tout vous transmettre pour pouvoir répondre à ces conditions. Mais il est quand même un peu embêté par les 2 premiers avec l'histoire du critère de revenu imposé par le bailleur et puis par rapport à la composition familiale. Oh, mais il se dit, je vais quand même tenter, quoi. Et donc l'agence immobilière lui explique que pour pouvoir constituer le dossier et pouvoir le transmettre au bailleur, il faut quand même un certain nombre de documents et d'informations à communiquer. Et donc, l'agence immobilière va expliquer que, en l'occurrence, il faut remettre les 3 dernières fiches de paie, la preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer du logement occupé actuellement, une lettre de motivation, quand même, il s'agit d'un logement, et puis les coordonnées du propriétaire actuel, pourquoi pas, histoire d'avoir quelques recommandations qui seraient formulées par le propriétaire actuel. Est-ce que déjà ça vous choque ou pas? Ce qui est demandé, qu'est-ce qui vous choque? Ou qu'est-ce qui vous choque pas? Ce que vous trouvez éventuellement normal de demander? Qu'est-ce qui vous choque? Ok. Tout le monde a entendu? Là, je crois que le micro n'est pas... Voilà, donc monsieur trouve qu'effectivement, demander la preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer, c'est quand même une demande un peu excessive. D'autres idées? Il n'y a rien qui va. De vie à l'européenne, effectivement. Quoi d'autre? Les fiches de paie, ok. Les coordonnées du propriétaire actuel, c'est bien, tout à fait. Donc il y a quand même certaines informations ou documents qui vous interpellent un petit peu. C'est déjà intéressant. Le nombre d'enfants, ok. Ah, ça c'est bien, c'est qui a dit ça? Le montant? Ah, le critère du revenu, tout à fait. Alors effectivement, c'est quelque chose que je vais vous expliquer dans quelques temps, mais comme je vous ai dit, le premier critère qui revient dans nos statistiques et dans les dossiers qu'on est amené à traiter, c'est le critère de la fortune, donc la question du revenu. Ça, c'est un critère qui est très souvent utilisé par les bailleurs pour pouvoir effectuer une sélection parmi les candidats locataires. Alors, et là, encore une fois, je vais vous l'expliquer, mais le droit à la sélection est tout à fait reconnu, a été confirmé par le législateur dans l'ordonnance bruxelloise,
Mais par contre, on va limiter ce droit à la sélection et l'encadrer en expliquant au bailleur qu'au niveau du critère de la fortune, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas demander. Ça va ? Alors, donc, partant de ce cas de figure, on va se reposer toutes les questions qu'on se pose systématiquement lorsqu'on est amené à connaître d'une plainte ou d'un signalement. C'est premièrement, est-ce qu'il y a un traitement différencié ? A priori, oui, vu la présentation que j'en ai faite. Est-ce qu'a priori, vous avez pu identifier les critères protégés qui avaient été violés par l'agence immobilière ou par le bailleur par l'intermédiaire de l'agence immobilière ? Vous pouvez éventuellement me les citer. Le critère du revenu, c'est quelque chose qui vous avez énoncé. Quoi d'autre ? Les responsabilités familiales, tout à fait, parce qu'il y a la composition de la famille qui a été remise en cause par le bailleur. Peut-être l'origine avec effectivement la clause visant à imposer un certain mode de vie aux occupants du logement. Quoi d'autre ? L'interdiction de la présence des animaux, qui indirectement pourrait conduire à exclure les personnes porteuses d'un handicap. Et puis toutes les informations et documents qui ont été demandés et qui peuvent être considérés comme étant tout à fait excessifs de demander au regard d'une simple demande visant à se voir attribuer un logement. Oui, vous aurez le PowerPoint. Il ne faut pas tout noter. Vous pouvez noter quelques mots, mais ne vous fatiguez pas. On va vous envoyer les PowerPoint à la suite de la présentation. Donc, une fois que j'ai identifié le fait de discrimination, les critères protégés, encore une fois, je vais essayer de qualifier, apporter une qualification juridique au fait. Ça, c'est un travail que nous effectuons. Donc, on ne demande pas évidemment à la victime, au témoin d'un fait de discrimination ou toute personne qui accompagne la victime ou le témoin dans une démarche visant à introduire une plainte ou un signalement auprès de la DIRL, de faire cette analyse juridique. Nous le faisons, ok ? Donc on va éventuellement collaborer avec la victime ou le témoin pour, rassembler les éléments du dossier nous permettant d'atteindre ce stade-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est demandé à la victime et au témoin de réaliser. Mais donc, vous comprenez bien qu'en fonction de chaque fait qui nous a été rapporté, on va essayer de rattacher une qualification juridique. Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller plus loin. Ça va ? Et donc, à titre tout à fait informatif, mais ici, en l'occurrence, chaque fait de discrimination a été rattaché à une qualification juridique et il y a clairement le critère protégé violé qui a été identifié par notre service. Ça va ? Alors, qui a commis les faits de discrimination ? Parce que si vous vous souvenez bien, il y avait l'agence immobilière et le bailleur. Donc, selon vous, qui a commis une faute ? Qui a fait quoi ? Les deux, tout à fait. Les deux, parce qu'effectivement, il y a eu une volonté de la part du bailleur d'imposer d'emblée un certain nombre de critères de sélection qu'il a communiqué à l'agence immobilière. Donc il y a eu cette injonction discriminée qui a été formulée par le bailleur vis-à-vis de l'agence immobilière. Mais il y a également l'agence immobilière qui a une responsabilité professionnelle et qui, lorsqu'elle demande de remplir une fiche de renseignement, vous avez probablement déjà entendu ça, ou une fiche de candidature et qu'elle demande de fournir des documents ou des informations hors du cadre légal, là aussi, effectivement, on peut pointer une faute dans le chef de l'agence immobilière. Alors, la prochaine question qu'on se pose, c'est ok, c'est très bien tout ça, de nous avoir expliqué tout ça, mais comme vous le savez, on est dans le cadre d'une procédure administrative, on sera amené éventuellement à sanctionner un bailleur, il va se voir imposer une amende administrative d'un certain montant que je vous préciserai un peu plus tard, mais il ne suffit pas de nous dire, ok, on a besoin de preuves, effectivement. Et c'est toute la difficulté de la matière liée à la discrimination, c'est de pouvoir apporter la preuve de ce fait de discrimination qui aurait été commis par un bailleur. Alors, parmi les preuves, on peut prouver par ce qu'on appelle par toute voie de droit
la discrimination qui aurait été commise par le bailleur, donc en nous communiquant éventuellement des échanges de SMS, des échanges de mails, une capture d'écran, l'offre de logement qui mentionnerait éventuellement des critères comme étant considérés comme étant des critères illégaux, un enregistrement audio, un enregistrement vidéo, on peut aller loin dans l'imagination des preuves qui peuvent être apportées, mais donc effectivement il y a une forme de liberté qui est accordée pour permettre justement de pouvoir apporter la preuve du fait de discrimination. Alors, à côté, on va dire, de ces preuves classiques, et c'est toute la particularité du dispositif régional bruxellois, c'est qu'on va pouvoir prouver la discrimination en réalisant ce qu'on appelle un test de discrimination. Donc, on va revêtir la casquette d'enquêteur et on va aller éventuellement présenter des profils réels ou fictifs au bailleur et vérifier si ce bailleur se conforme à la loi visant à lutter contre les discriminations. Mais donc par rapport à l'exemple que je vous ai présenté, en fonction du fait de discrimination et en fonction de la qualification juridique retenue, on va à chaque fois s'attacher à vérifier si une preuve a été apportée, et si les éléments de preuve qui ont été rapportés ne sont pas suffisants, on va éventuellement réaliser un test de discrimination. Toujours dans les étapes de l'analyse du dossier qui nous a été soumis, on va également vérifier si la discrimination opérée par le bailleur ou l'agence immobilière, ce sont des discriminations qui peuvent être justifiées. Donc là aussi, il y a toute une analyse qui est effectuée. Et comme je vous ai déjà dit, et ça c'est très important de le retenir, les discriminations directes fondées sur les critères dits raciaux, ce sont des discriminations qui ne sont en aucun cas justifiables. Tout le reste, il y a une ouverture à la discussion et à l'analyse au cas par cas. Ce n'est que lorsqu'on aura répondu à toutes ces questions et qu'on aura effectivement effectué tout ce parcours au niveau des étapes permettant l'examen du dossier, qu'on peut conclure qu'il y a effectivement eu un fait de discrimination fondé sur un critère protégé dans le secteur du logement qui concerne un logement situé sur la région de Bruxelles-Capitale, qui ne peut pas être justifié, ce n'est qu'à ce moment-là qu'éventuellement la DIRLE va considérer comme étant une discrimination fondée et qui va éventuellement ouvrir une procédure administrative au sein de nos services. Ça va ? Je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'instant. On reprendra après une petite pause de 15 minutes. Il y a quand même 2-3 questions hyper intéressantes qui m'ont été posées et je trouve intéressant de revenir là-dessus parce que ce sont des informations qui pourraient vous être utiles pour justement mieux apprécier la matière qui est la lutte contre les discriminations. Quand je vous parlais de la preuve, je vous avais expliqué que c'était très très compliqué parfois de prouver un fait de discrimination. Et donc, je vous avais expliqué la liberté des voies de preuve qui peuvent éventuellement être apportées par une victime ou un témoin de fait de discrimination. Et je vous avais expliqué également qu'on pouvait réaliser des tests de discrimination. Ça va ? Mais avant d'arriver au rassemblement de tous ces éléments de preuve, il faut tenir compte d'une chose, c'est l'établissement de ce qu'on appelle la présomption de discrimination. C'est quand même la grande différence avec la charge de la preuve qui normalement doit être apportée dans le cadre de toute procédure. Donc celui qui se prévaut de quelque chose, ou en tout cas argue quelque chose, doit éventuellement apporter la preuve de ce qu'il avance, sauf qu'en matière de discrimination, c'est le contraire. On va considérer, c'est le législateur, va considérer qu'en l'occurrence, comme la victime ou le témoin du fait de discrimination se trouve dans une situation de faiblesse, vous savez qu'il y a un rapport de force qui est établi entre éventuellement le bailleur et
la victime de faits de discrimination, le législateur a considéré que la victime ou le témoin du fait de discrimination ne doit en l'occurrence pas rapporter la preuve formelle de la discrimination, mais qu'il doit se contenter simplement d'apporter les éléments permettant de soupçonner un fait de discrimination. Ça va? Donc ça, c'est un peu différent par rapport à la charge de la preuve qu'on connaît habituellement et qui est appliquée dans le cadre des procédures administratives ou même les procédures judiciaires. Donc ça, c'est la grande particularité. Donc amener des éléments qui laissent à penser. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle un mécanisme de renversement de la charge de la preuve, où en l'occurrence, on va demander au bailleur de prouver qu'il n'a pas discriminé. Ça va? Donc, ce n'est pas la victime qui doit forcément apporter la preuve formelle de la discrimination. Elle doit apporter les éléments qui laissent à penser qu'il y a eu un fait de discrimination. Et puis, c'est au bailleur de renverser ces éléments de preuve en prouvant que lui n'a pas commis de fait de discrimination. Donc la façon aussi d'analyser le dossier est tout à fait différente par rapport à un dossier administratif lambda, je dirais. Ça, c'est peut-être le premier élément qui est intéressant. Deux éléments, et ça c'est effectivement un argument qui nous est souvent opposé par les bailleurs, notamment dans le cadre des auditions, c'est que souvent les bailleurs nous disent « mais j'avais pas l'intention de discriminer ». Okay, j'ai discriminé, mais j'avais pas l'intention de discriminer. Ok, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, on lui explique que dans le code bruxellois du logement, on ne tient pas compte de l'intention. Donc on s'en tient aux faits matériels, je vais dire ça comme ça, hein, à la matérialité des faits. On vérifie si dans le dossier, il y a eu un fait de discrimination ou pas, est-il justifié ou pas, et point. Mais on ne va pas rechercher en fait l'intention qui a nourri éventuellement le bailleur et qui l'a conduit à commettre un fait de discrimination. Ça, c'est plutôt un élément intéressant à partager avec vous. Troisième élément, et donc ça, c'est à la suite d'une question qui m'a été posée, c'est qu'on m'a rapporté des faits liés à une agence immobilière qui est située en région flamande. Okay, donc peu importe où se trouve le siège social de l'agence immobilière, nous, ce dont on va tenir compte, c'est la situation du logement concerné par les faits de discrimination. Donc, il suffit que le logement se situe en région de Bruxelles-Capitale pour que la DIRL, évidemment, se déclare compétente si toutes les autres conditions sont réunies. On s'entend. Ça va? Donc ça, c'était plutôt des petits détails, mais qui ont toute leur importance par rapport à ce que j'ai dit dans la première partie de la présentation. Alors, maintenant, on va donc concrètement analyser comment ça se passe une fois qu'un dossier, une fois qu'une plainte, un signalement arrive à la DIRL, comment on fonctionne, quelle est la procédure qui est mise en place. Tout ça, on va le voir ici ensemble lors de la seconde partie. Alors, ce qu'il faut retenir, comme je vous ai dit, il y a tous ces éléments qui doivent être réunis pour qu'à un moment donné, la DIRL se déclare compétente, ne serait-ce que compétente, sans évidemment vérifier par la suite le bien fondé, indépendamment évidemment de la vérification du bien fondé par la suite de la plainte ou du signalement qui a été introduit. Mais donc, pour vérifier, c'est ce qu'on appelle les conditions de recevabilité. Comme je vous ai dit, il faut un traitement différencié, fondé sur un critère protégé, dans le secteur du logement, ça peut être dans l'accès au logement, en cours de bail, après le bail, quand on veut, que ce soit la location ou la vente, parce que là aussi il y avait une question qui m'avait été posée, mais donc on est compétent, que ce soit en matière de location ou en matière de vente. Je vous avoue qu'on n'a jamais eu de dossier lié à un problème qui se serait déroulé dans la conclusion d'un compromis de vente ou la passation d'un acte authentique, donc ça on n'a jamais eu. Mais donc, en principe, la DIRL est compétente. Oui, vos questions sont particulièrement intéressantes. C'est ce qui m'amène à préciser un peu plus mon propos. Mais donc, traitement différencié, fondé sur un critère protégé dans le secteur du logement et pour un logement situé en région Bruxelles-Capitale. Ça va? Dès l'instant où ces conditions minimales sont réunies, la DIRL se déclare compétente. Donc, on déclare la recevabilité de la plainte. Pour toutes les autres choses, on n'est évidemment pas compétent.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie vers les services qui sont le plus à même de pouvoir répondre à la demande du témoin ou de la victime du fait de discrimination. Si on a à connaître d'un fait de discrimination dans un autre domaine que le logement, ou dans une autre région que la région de Bruxelles-Capitale, on renvoie généralement vers l'UNIA ou l'IEFH. Tout le monde connaît l'UNIA, l'IEFH. Donc l'UNIA, c'est vraiment le centre interfédéral qui est chargé de lutter contre les discriminations. Hein, c'est leur core business, je vais dire ça comme ça. Et puis l'IEFH, c'est l'Institut pour l'égalité femmes-hommes, hein, qui va plutôt examiner les problématiques liées aux questions de genre ou de sexe. Ça va? Mais donc, une fois qu'on n'est pas compétent, on renvoie vers des institutions, des organismes qui sont beaucoup plus experts que nous dans le domaine. Et ça peut arriver, la victime nous explique qu'en fait elle est vraiment pas contente, qu'elle a été victime d'un fait de discrimination, que toutes les conditions sont réunies que pour normalement que la DIRL se déclare compétente, mais qu'en réalité elle s'en fiche quant à savoir si le bailleur sera sanctionné ou pas par une amende administrative. Ça c'est un discours qu'on peut entendre aussi, hein. Je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur qui est porté par rapport au discours qui est tenu par la victime ou le témoin du fait de discrimination. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éventuellement renvoyer, là aussi, vers d'autres institutions, hein, qui peuvent accompagner la victime ou le témoin de fait de discrimination dans une démarche qui viserait à obtenir ce qu'on appelle la réparation financière du dommage subi. On ne va pas octroyer d'indemnisation à la suite d'un fait de discrimination subi par une victime. Okay? Donc, en gros, la personne ne va rien percevoir en termes de réparation du préjudice qu'elle a subi. Ici, on est dans la poursuite donc de la protection d'un intérêt général. Hein, on vise à défendre la collectivité. Je ne dois pas vous le dire, vous travaillez quand même au sein de pouvoirs locaux, CPAS ou communes. Donc, a priori, notre but ultime, c'est de sauvegarder l'intérêt général, de préserver l'intérêt général. Hein, de protéger la collectivité, et donc notre action va simplement viser à prononcer une amende administrative qui vise à donner un signal clair et net au bailleur en lui disant « vous avez commis un fait de discrimination, ce fait de discrimination porte atteinte à l'intérêt général, et de ce fait-là, vous allez vous voir imposer une amende administrative. » Ça va ? Amende administrative dont la recette ne va pas être adressée à la victime, mais va plutôt rentrer dans les caisses de l'État, au sens large. Ça va ? Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important à communiquer auprès des victimes ou des faits de discrimination. Donc il n'y a pas de malaise. Il y a d'autres procédures qui peuvent amener la victime à obtenir ce qu'elle veut, une réparation financière de son préjudice, mais en tous les cas, ce n'est pas de la compétence de la DIRL, on peut l'entendre. Et on discute avec les victimes ou les témoins quant à savoir ce qu'ils souhaitent réellement. Si une victime nous explique qu'en gros, ce qui l'intéresse, c'est la réparation financière de son préjudice, à ce moment-là, on va lui dire « Ok, a priori, la DIRL aurait pu se déclarer compétente, ou en tout cas elle est compétente pour connaître de votre dossier, mais comme vous ne souhaitez pas poursuivre éventuellement la procédure, on l'entend. Okay ? Et on renvoie vers d'autres organismes. Et ça, on a aussi, hein, il y a des personnes qui confondent un peu tout, vraiment. Donc il y a des personnes qui introduisent des plaintes et en analysant, en tout cas à la simple lecture de la plainte ou du signalement qui est introduit auprès de notre service, on se rend compte qu'en fait, il ne s'agit pas de discrimination. Okay, il s'agit éventuellement d'un problème lié à la non-conformité d'un logement qu'ils occupent, par exemple. Où la personne, éventuellement, va nous expliquer qu'elle est constamment discriminée sur base de tel ou tel critère protégé. Exemple, je suis constamment discriminée parce que j'ai marge CPAS. Okay. Et puis, en l'occurrence, on va dire oui, c'est bien, on vous croit sur parole, mais en l'occurrence, est-ce que éventuellement vous pourriez nous amener ou nous apporter des éléments nous permettant d'identifier une situation particulière avec l'identification d'un bailleur en particulier qui pourrait nous amener à éventuellement initier une procédure administrative. Donc, si on n'est pas dans ce cadre-là, on va renvoyer plutôt vers
un autre service interne qui fait partie de Bruxelles Logement, qui est le centre d'information sur le logement, qui va lui-même peut-être renvoyer à d'autres organismes ou personnes référentes. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que la DIRL est compétente, une fois que toutes les conditions sont réunies. Alors, au niveau des cas de figure, on a essayé d'identifier les cas de figure qui peuvent se présenter et qui sont assez récurrentes en matière de faits de discrimination. Il y en a 3. Le cas classique, c'est l'annonce discriminatoire. Okay, donc, on va consulter sur Internet une offre de logement. On se promène dans la rue et on s'arrête et on voit une affiche à louer. Okay, donc c'est toutes toutes les annonces en fait qui permettent à un moment donné à un locataire de prendre connaissance qu'un logement est potentiellement mis en location et pour lequel il pourrait éventuellement introduire sa candidature. Alors, il y a certains, je ne vais pas dire tous, mais certains bailleurs qui nous facilitent un peu les choses en termes de constat d'infraction. Parce qu'on a, dans certaines annonces, que ce soit publiées sur Internet, sur ImoWeb, sur des réseaux sociaux ou même par le biais d'affiches apposées sur les portes des immeubles, vous avez des bailleurs qui vont clairement indiquer les critères de sélection et en l'occurrence, ces critères sont problématiques. Le constat de discrimination est assez clair pour ces situations-là et donc en l'occurrence, ici, l'initiation d'une procédure va être simplifiée, puisqu'on a la preuve qu'une annonce discriminatoire est discriminatoire. Donc, il faut simplement nous adresser quoi? Une photo de l'affiche qui est apposée sur la porte de l'immeuble, une capture d'écran donc de l'annonce qui a été publiée sur Internet ou le réseau social, etc., etc. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on retrouve comme critères? Je peux vous assurer que c'est vrai. C'est pas de blague. CPAS s'abstenir. Chômeur s'abstenir. Contrat de travail exigé. CDI exigé. En plus d'avoir un contrat de travail, c'est pas suffisant, mais il faut avoir un CDI. Et alors, petite particularité, c'est que parfois le logement est réservé pour les hommes ou les femmes. Ok. Donc, on a eu ça récemment dans un dossier Girls Only. Donc, effectivement, a priori, sur base de ce constat-là, qui est assez évident, on va considérer que l'annonce est discriminatoire et donc on va pouvoir initier éventuellement une procédure administrative. Second cas de figure, c'est le refus du logement pour un motif discriminatoire. Donc là, on est un peu plus loin que le stade de l'annonce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est éventuellement au stade de la visite, ou au stade, en tout cas, des premiers contacts qui ont été mis en place entre le candidat locataire et le bailleur. Et donc là, on va avoir des refus de logement donc, qui se fondent sur une justification qu'on va considérer comme étant illégale. Ou en tout cas, des considérations qu'on va considérer comme étant illégales. Par exemple, on m'a refusé un logement parce que je suis d'origine étrangère. On m'a refusé un logement parce que j'ai marge au CPAS. On m'a refusé un logement parce que je perçois des allocations de chômage. On m'a refusé un logement parce que je travaille dans le secteur de l'ORECA. C'est arrivé dans un autre dossier. On m'a refusé un logement parce que j'ai des enfants. Okay, on peut tout imaginer, ça va. On m'a refusé un logement parce que c'est un tout petit logement, c'est un studio et je suis enceinte. Ça va. Tous des cas de figure en fait, qui entrent dans la catégorie du refus de logement qui est discriminatoire. Troisième cas de figure, c'est très particulier au Code bruxellois du logement. Et ça fait référence à un article qu'on applique très très souvent, c'est ce qu'on appelle l'article 200 ter du Code bruxellois du logement, dans la mesure où, comme dans l'exemple que je vous ai expliqué, l'agence immobilière ou le bailleur, pour pouvoir examiner la candidature du candidat locataire,
va demander de fournir un certain nombre de documents ou d'informations. Je vous ai expliqué dans l'exemple, ce qu'on demandait, c'était les fiches de paie, la preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer, la lettre de motivation, les coordonnées du propriétaire actuel, etc., etc. On peut tout imaginer. Ça va. On a des fiches de renseignement qui vraiment vont poser vraiment le principe d'un interrogatoire. On veut tout savoir sur le candidat locataire. Okay. Et donc là, le législateur est intervenu pour 2 raisons. Il est intervenu, pour prévenir les faits de discrimination. Donc il va limiter les documents ou les informations qui peuvent être demandés par le bailleur pour justement éviter qu'une discrimination ne soit commise par ce bailleur. Et il va aussi limiter les informations et les documents parce que il y a quand même le RGPD qui est intervenu entre-temps, donc le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, qui va estimer qu'en fait, on ne peut demander que ce qui est nécessaire. Donc, le droit au respect à la vie privée, évidemment. Donc, pour toutes ces considérations, on va, à l'article 2 sans terre, en fait, limiter les documents et les informations que le bailleur peut recueillir. Je souligne vraiment cette formulation, peut recueillir. Donc, ça veut dire que le bailleur, il ne peut demander que ce qui est inscrit dans le texte légal. Mais en plus, si le candidat locataire spontanément fournit plus d'informations que ce qui est prévu par le texte légal, il doit refuser ces informations. Alors, je sais, et c'est très souvent ce qui nous est un petit peu opposé quand je pose le principe, c'est de nous dire, mais attendez, vous vous rendez bien compte, il y a quand même une pression donc dans le marché locatif bruxellois. Il y a quand même ce rapport de force qui est fortement installé entre les bailleurs et les candidats locataires. Et souvent, les candidats locataires n'ont pas le choix. Okay. Je dirais oui, mais encore une fois, et c'est assez terre-à-terre et très cru de dire de cette façon, mais soit vous décidez de continuer à être victime, ou alors on essaye un petit peu de renverser la tendance et vous allez devenir acteur. Et ce que je demande souvent aux candidats locataires, c'est de dire « Ok, dès l'instant où un bailleur vous a demandé ces informations ou ces documents, vous devez quand même, à minima, lui rappeler le texte de la loi. » Okay, à minima. Donc on ne rentre pas forcément dans une approche conflictuelle avec le bailleur, on s'entend, le but c'est quand même de se voir attribuer le logement tant attendu, qu'on a recherché parfois pendant des mois, mais quand même de lui rappeler ne serait-ce que le texte de la loi. Ça veut dire, ok, alors a priori, on a quand même un certain pourcentage de chances que le bailleur se dise, oui, ok, c'est pas autorisé par la loi, donc je vais pas le demander. Ça va ? Donc il y a quand même, je dirais, la prise en considération du fait que le candidat locataire, il est aussi acteur de l'application du Code bruxellois du logement. Alors, qu'est-ce que le bailleur peut demander ? Eh bien, le législateur, il va spécifier à quel moment on peut demander quelle information ou quel document. Avant la visite, donc lors des premiers contacts, pour organiser une visite du logement. Ce que peut demander un bailleur, c'est le nom et prénom du candidat locataire et un moyen de communication. De quoi passer un coup de fil, envoyer un courriel, histoire d'organiser cette fameuse visite. Okay. Après la visite, à l'appui de la candidature de la personne intéressée par le logement, on va pouvoir demander le montant des ressources financières ou leur estimation et le nombre de personnes qui occuperont le logement. Alors, il n'est pas question de demander combien il y a d'enfants et combien il y a d'adultes et qui est, comment ils s'appellent et quels sont leurs prénoms et leur âge, etc., etc. Il ne peut demander que le nombre d'occupants du logement. Alors, pourquoi ? Et c'est aussi quelque chose qui m'a été soulevé par un des participants, c'est que c'est pour vérifier ce qu'on appelle les normes minimales de superficie d'un logement. De voir si effectivement
la composition familiale, le nombre d'occupants, le nombre d'occupants répond à ces normes minimales de superficie du logement. C'est simplement pour ça. Après la candidature, en vue de la conclusion du contrat de bail, eh bien, ce qu'on peut demander comme document, c'est un document d'identité, pour vérifier la capacité de contracter de son interlocuteur, et l'état civil ou marital du candidat locataire, parce que ça emporte des conséquences en matière d'obligations contractuelles. En dehors de ça, on ne peut rien demander d'autre. Je reviens un petit peu sur le montant des ressources financières. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que dans l'exemple que je vous ai cité, donc il y a quelques slides de cela, je vous avais expliqué dans la situation du père de famille d'origine turque qui se portait candidat pour un logement, je vous avais dit, l'agence immobilière lui a demandé quand même de fournir les 3 dernières fiches de paie. Okay. Alors, ça, c'est pas bon. Pourquoi ? C'est en tout cas, du point de vue du législateur, une demande qui est tout à fait excessive et qui ne répond pas à l'article 200 ter du Code bruxellois du logement. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer qu'en fait, en imposant d'emblée des fiches de paie, en fait, ça réduit le scope. Ce qu'on veut comme candidat, c'est simplement des personnes qui perçoivent une rémunération qui découle de l'exécution d'un contrat de travail. Or, il peut y avoir toute une série de profils, des personnes qui peuvent percevoir des allocations, des personnes qui peuvent éventuellement avoir des rentes, pourquoi pas, why not, des personnes éventuellement qui ont un statut d'indépendant, qui éventuellement ne peuvent pas fournir ces fiches de paie. Donc tout ça, en fait, ça impose d'emblée une condition qui va exclure un certain nombre de candidatures. Et ça, le législateur le refuse. La preuve du montant des ressources financières du candidat locataire, c'est lui qui va l'apporter, c'est lui qui décide de quelle façon il apporte cette preuve. Évidemment, on ne peut pas demander à un bailleur de tenir compte uniquement de la parole du candidat locataire. Je perçois ou je gagne autant d'argent mensuellement et se contenter de ça. Ce n'est pas possible. On doit laisser la possibilité au bailleur de pouvoir vérifier la solvabilité de son candidat locataire. Ça, c'est tout à fait légal. Okay, donc ça, cette question-là, ce droit à la sélection, ce droit à la vérification des preuves des ressources financières a été reconnu et même, je veux dire, affirmé, encore une fois, par le législateur. Par contre, ce que le législateur a empêché, c'est des exclusions d'emblée, a priori, parce qu'éventuellement, on percevrait des ressources financières qui ont une autre nature ou une autre origine que celle attendue par le bailleur. Ça va ? C'est vraiment la grande différence. Alors, à l'article 200 ter paragraphe 2, il est prévu également que le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale adopte un formulaire de candidature, un modèle de formulaire de candidature. Donc ça a été fait en 2023. Le gouvernement a adopté un formulaire de candidature que normalement tout bailleur qui mettrait en location un logement situé sur le territoire de la région Bruxelles-Capitale doit utiliser. Bailleur privé, agence immobilière, bailleur du secteur public, etc., etc. Donc tout le monde est censé utiliser ce modèle, ou en tout cas se calquer sur ce modèle. Par rapport aux critères de la fortune, il y a le fait que, comme je vous ai dit, qu'on parle plutôt de ressources financières et non de revenus. La terminologie est importante. Parfois, on a de longues discussions lors des auditions sur la terminologie retenue par le législateur. Mais pourquoi ressources financières ? Parce qu'a priori, on prend en considération beaucoup plus que le simple revenu qui, éventuellement, serait la conséquence de l'exécution d'un contrat de travail. Donc, ressources financières, le montant ou l'estimation, avec la liberté pour le candidat locataire d'apporter la preuve de ce montant de la façon qu'il le souhaite. Ok ? Alors, il y a un paragraphe 3 à l'article 200 ter qui prévoit que ni l'origine
ni la nature des ressources ne peuvent être prises en considération par le bailleur pour refuser un logement. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que très souvent, on va voir, ou en tout cas, il va être porté à notre connaissance, que le bailleur, en fait, a imposé des ressources financières qui répondent à une certaine nature ou qui répondent à une certaine origine. En l'occurrence, le bailleur qui imposerait un salaire ou un revenu, comme je le disais, c'est pas bon, parce que d'emblée, il exclut toutes les autres formes de ressources financières, les allocations, les réserves financières, les rentes, etc. De même que l'origine, pas de CPAS, pas de chômage, ça aussi, c'est clairement laissé à penser au candidat locataire qu'il n'a aucune chance, indépendamment du montant des ressources financières réelles. Le bailleur n'en tiendra pas compte. Lui, ce qui lui importe, c'est vraiment ne pas avoir des personnes émargeant au CPAS ou percevant une allocation de chômage. Ça, il n'en veut pas du tout. De même que imposer le critère du revenu minimum en disant, voilà, moi je veux forcément que vos ressources financières correspondent à au moins 3 fois le montant du loyer, ça aussi, c'est un critère qui d'emblée exclut un certain nombre de candidatures sans l'examen au cas par cas de leur dossier. Le législateur l'a refusé. Alors il y a une petite variante, parce qu'il y a des bailleurs qui imposent que les ressources financières correspondent à au moins 3 fois le montant du loyer, et puis il y en a d'autres qui nous disent qu'en fait, ils veulent que les ressources financières correspondent à au moins 3 fois le montant du loyer et des charges. Petite variante dans la pratique, pourquoi pas, mais là, toute une discussion s'ouvre encore une fois lors des auditions. Voilà. Et donc, effectivement, comme je le disais, ce qu'on demande aux bailleurs, ce n'est pas du tout la remise en question de leur droit à la sélection. Ça, c'est peut-être aussi un discours qui a parfois du mal à passer auprès des victimes de faits de discrimination, ou des témoins de faits de discrimination. Ce n'est pas du tout le propos. On n'est pas dans la remise en question de la liberté contractuelle, du droit de propriété. On n'est pas du tout dans ça. Parce qu'il n'y a pas encore. Mais dans l'état actuel de la législation, on n'est pas à la remise en question du droit à la sélection. Par contre, on va encadrer cette sélection en imposant aux bailleurs d'examiner au cas par cas le dossier de candidature. Et donc, il va devoir démontrer, si éventuellement un dossier est introduit auprès de la DIRL, il va devoir démontrer qu'il a examiné la solvabilité du candidat locataire en question. Et il va devoir justifier la raison pour laquelle il a refusé sa candidature. Ça va? Donc on est dans une approche un peu différente par rapport à l'idée qu'on pourrait se faire de la lutte contre les discriminations. Donc on en revient à la preuve de la discrimination. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, la façon dont on peut éventuellement prouver les discriminations. Je vous ai parlé du test de discrimination en vous disant que c'était la grande nouveauté du dispositif mis en place en région bruxelloise. Il y a 2 formes de test de discrimination, c'est le test de situation et le test du client mystère. Quelle est la différence entre les deux? Alors le test de situation vise en fait à présenter au moins 2 candidatures au bailleur qui diffèrent uniquement sur le critère protégé à vérifier. Ça va? Et donc, une fois qu'on a présenté ces candidatures, on va vérifier si l'attitude, le comportement, la réaction du bailleur est tout à fait conforme à la loi et si, en l'occurrence, en l'espèce, il ne discrimine pas. Exemple assez courant, mais qui est parlant aussi, c'est soumettre 2 candidatures à un bailleur, une candidature avec un profil d'une personne dont le nom est belgo-belge, et puis on va soumettre la candidature d'une personne dont le nom est à consonance étrangère. Ça va? Et le but, ces 2 candidatures ne diffèrent que sur ce critère-là. C'est très important d'avoir une forme de... en tout cas, c'est très important d'avoir des profils similaires qui sont soumis au bailleur. Mais donc, on va effectivement
présenter ces deux candidatures et on va vérifier si, en l'occurrence, il y a une des deux qui est exclue, avec éventuellement donc le soupçon donc de discrimination qui serait opéré par le bailleur. Le test du client mystère, c'est formuler une demande, je vais dire tout à fait anodine, au bailleur et de vérifier si la réponse apportée à la demande est conforme à la loi. Par exemple, je suis un bailleur, je me rends auprès d'une agence immobilière et je lui explique que je veux mettre en location mon logement, et je lui explique aussi que je souhaite pas recevoir certaines candidatures. Je leur explique que j'ai eu de nombreuses expériences négatives par le passé avec des personnes émargeant au CPS et que maintenant, zut, c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, donc il ne faut même pas me soumettre ce type de candidature. C'est assez clair. Okay. Eh bien, en fonction de la réaction de l'agence immobilière, on va aussi vérifier si celle-ci va répondre à l'injonction de discrimination et elle-même être amenée à discriminer des candidats locataires. Ça va? Donc ça, c'est deux cas de figure. Ce qu'il faut retenir en termes de conditions de réalisation du test de discrimination, c'est que, a priori, la seule condition qui est prévue par le texte légal, c'est l'absence de provocation. Ça va un peu de soi. Le but, ce n'est pas d'amener le bailleur à discriminer et de le pousser à tout prix à ce qu'il dise vraiment ce qu'on veut entendre, pas du tout. C'est de poser la question de façon neutre ou de présenter les deux candidatures, les deux profils réels ou fictifs de façon neutre, et puis d'attendre et de vérifier la réaction du bailleur. Ça, c'est vraiment les deux grandes différences entre les deux types de tests de situation. On peut également avoir des tests de situation par téléphone, donc simplement contacter un bailleur par téléphone. On peut avoir des tests de situation qui sont réalisés en visite, se mettre dans la peau d'un candidat fictif et aller éventuellement à la rencontre d'un bailleur pour introduire ou présenter sa candidature. Et puis, nous avons également le testing par mail. Si on ne le fait pas en visite, si on ne le fait pas par téléphone, on a également le testing par mail. Mais qui marche très peu. Parce que généralement, en fait, soit on n'a pas de réponse de la part du bailleur. Dans certains cas, on peut considérer que c'est quand même une suspicion de discrimination, mais pas toujours. Et puis aussi, très souvent, on a des réponses types. Et c'est le cas des agences immobilières qui nous envoient des modèles de courrier en réponse en nous disant c'est bien gentil, vous avez introduit votre candidature, vous êtes intéressé par le logement, mais est-ce que vous pourriez nous contacter par téléphone, s'il vous plaît? Donc on sait bien que par rapport au dispositif qui est mis en place aujourd'hui en région bruxelloise, il y a aussi une pratique qui s'est adaptée par rapport au dispositif mis en place. Donc la donne a un petit peu changé dans la façon de fonctionner par les bailleurs privés, les agences immobilières ou même les bailleurs du secteur public. Qui peut réaliser des tests de discrimination? La victime elle-même, si elle se sent tout à fait autonome pour réaliser un test de discrimination, sur base éventuellement des informations qui lui ont été communiquées sur le site internet de Bruxelles Logement. Toute personne qui va accompagner la victime dans sa démarche, ou éventuellement un témoin d'un fait de discrimination. Certains organismes ou associations qui sont visés par le Code bruxellois du logement à l'article 211, paragraphe 4. Donc clairement, on vise l'UNIA, l'UEFH, les associations dans le secteur du logement, les associations de défense des droits fondamentaux. Voilà, tous ces organismes-là peuvent éventuellement, en soutien à la victime, réaliser un test de discrimination. La DIRL aussi, on en fait quand même quelques-uns. Donc on réalise des tests de discrimination, soit à la suite d'une plainte ou d'un signalement, ou d'initiative, comme je vous ai dit tout récemment, depuis l'adoption de la dernière ordonnance qui date de juin 2022, la DIRL peut, d'initiative, réaliser un test de discrimination visant à constater une discrimination et donc éventuellement initier une procédure. Et puis, grande nouveauté aussi depuis juin 2022, c'est la possibilité pour la DIRL de confier la réalisation d'un test de discrimination à une association, mais très particulière, qui sont les associations
œuvrant pour l'insertion par le logement, ou des acteurs, mais au sens strict, donc des comédiens qui seront chargés de réaliser une mission à la demande de la DIRL et donc d'aller à la rencontre éventuellement d'un bailleur pour vérifier si une discrimination aurait été commise ou a été commise par lui. Ça va? Donc il y a quand même plusieurs acteurs qui peuvent agir dans le cadre de la réalisation des tests de discrimination. Alors, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie précise de la façon dont on réalise des tests de discrimination parce que, a priori, vous, ce que vous allez faire, c'est donner l'information à vos usagers, hein, les personnes que vous accompagnez éventuellement dans la recherche d'un logement, donner cette information, renvoyer vers nous, ou renvoyer vers d'autres associations ou organismes qui peuvent réaliser les tests de discrimination, mais d'emblée, ce n'est pas a priori vous qui allez les réaliser. Ceci dit, si vous avez envie de tenter l'exercice, hein, je vous y encourage évidemment, et nous sommes évidemment disposés à vous donner plus précisément des balises par rapport à la réalisation de ces tests de discrimination. Ce qu'il faut retenir, c'est que, a priori, en dehors, à l'exception de la condition liée à l'absence de provocation, on peut réaliser le test de discrimination un peu comme on veut, hein, pour autant que deux profils comparables ou alors qu'une question neutre soit posée à un bailleur. Okay? Donc ça, il y a quand même une certaine forme de liberté par rapport à la façon de faire. Ceci dit, ce test de discrimination va être utilisé dans le cadre d'une procédure administrative. Ce test de discrimination sert à apporter la preuve d'un fait de discrimination et donc il faut quand même le réaliser d'une certaine façon et, je vais dire, appliquer une certaine rigueur dans la réalisation de ce test. Mais je ne rentre pas dans le détail parce que de toute façon, je n'ai pas le temps de le faire. Mais s'il y a certaines personnes qui sont intéressées par la réalisation des tests de discrimination, évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, voilà, même après la formation. Je vous donnerai nos coordonnées de contact en fin de présentation pour que vous puissiez éventuellement interagir à ce sujet avec nous. Alors, donc ça c'est tout la preuve, hein, c'est pas mal, hein, ce qu'on a vu jusqu'ici, mais concrètement ça se passe comment une fois qu'on a tout ça? Qui peut agir auprès de la DIRL? Qui peut introduire en termes de procédure une demande auprès de nos services? C'est toute personne. Hein, a priori, vous serez tous un jour éventuellement amenés à collaborer avec la DIRL si vous souhaitez porter à la connaissance de la DIRL un fait de discrimination dans le secteur du logement. Donc toute personne, aussi bien une victime directe d'un fait de discrimination que éventuellement une personne qui témoignerait d'un fait de discrimination auquel elle aurait assisté. Comment? Via des formulaires. Hein, le formulaire en ligne, c'est a priori le moyen le plus utilisé par nos demandeurs pour porter à notre connaissance des faits de discrimination. Il y a aussi un formulaire papier qui est beaucoup moins utilisé, mais qui est tout à fait disponible pour les personnes qui n'ont pas accès, évidemment, à Internet ou à un ordinateur. Ce qui est quand même important, et c'est peut-être ces informations-là qu'il faut retenir par rapport à cette présentation et qu'il faudra communiquer aux usagers que vous accompagnez ou que vous recevez dans vos services, c'est que pour que la DIRL puisse ne serait-ce qu'avoir un dossier plus ou moins complet dès le départ, hein, et gagner du temps, c'est qu'on demande qu'un certain nombre de données nous soient communiquées. Alors, quelles sont ces données? Ça serait bien d'avoir quand même l'identité de la personne qui a commis l'infraction, hein, savoir qui a fait quoi. L'adresse du logement, hein, parfois via l'adresse du logement, on peut identifier le bailleur, le propriétaire du logement, hein, parce que parfois on a juste l'adresse, mais l'adresse est importante. Okay, donc soit les coordonnées du bailleur, soit l'adresse du logement. Les coordonnées de la victime ou du témoin, ça me paraît assez évident parce qu'on est amené à échanger dans le cadre de la constitution du dossier et donc éventuellement à collaborer. Une description précise des faits, alors on n'est pas regardant. Hein. Quand la description des faits n'est pas suffisamment précise, on prend le téléphone, on passe un petit coup de fil à la victime et on lui demande de nous expliquer vraiment précisément comment les faits se sont déroulés.
Très souvent, dans les plaintes, on a des personnes qui sont un peu dans l'émotion et qui mélangent tout et on n'arrive pas à savoir quand a été fait quoi, quelle a été la chronologie des faits. Donc ça, on reprend tout depuis le début avec le témoin et la victime et il y a quand même un contact qui se fait très souvent donc en amont du dossier. La preuve de la discrimination et donc le test de discrimination avec le résultat. Est-ce que le test de discrimination a permis de constater un fait de discrimination commis donc par le bailleur ou pas. Il se peut qu'un test de discrimination ne donne rien, ça c'est tout à fait possible. Mais si le témoin ou la victime a réalisé ce test de discrimination, ben, on aimerait quand même avoir les éléments permettant de pouvoir constater le résultat donc, à la suite de la réalisation de ce test de discrimination. Alors, une fois qu'on a ces éléments de base, on va, ce qu'on appelle instruire le dossier. Donc, évidemment, on va vérifier si tous les éléments nous permettant d'agir et de passer à l'étape suivante, qui est l'audition du bailleur, sont réunis dans le dossier. Donc, si le dossier est complet, évidemment, on initie la procédure et on invite le bailleur pour une audition afin qu'il puisse se faire entendre et faire valoir ses arguments de défense. Si par contre le dossier est incomplet, à ce moment-là, on va rechercher éventuellement des éléments supplémentaires en collaborant avec la victime ou le témoin. Et si malgré tout, malgré la collaboration, on n'arrive pas à établir les éléments suffisants, à ce moment-là, nous sommes dans l'obligation de déclarer la plainte irrecevable. Ça va? Ou non fondée, ça dépend. Donc, une fois que la plainte ou le signalement est déclaré fondé par la DIRL, c'est-à-dire que, la DIRL s'est déclarée compétente, elle est compétente pour connaître des faits qui lui sont portés à la connaissance, que 2, on va considérer qu'il y a effectivement un constat de discrimination qui peut être éventuellement se faire par la DIRL, éventuellement par le biais du mécanisme de la présomption, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais donc, une fois qu'on a ça, on a quand même dans le dossier suffisamment d'éléments que pour ne serait-ce qu'entendre la personne qui a commis l'infraction. Et donc, cette personne est appelée en audition, comme je le disais il y a quelques minutes, pour faire valoir ses arguments de défense, de se faire entendre, pouvoir donner sa version des faits par rapport à ce qui s'est déroulé. Je le dis toujours, mais j'insiste fortement, je crois que c'est dû à ma formation de juriste, mais on instruit les dossiers à charge et à décharge. Okay. On entend les deux parties. Il n'y a pas de présupposé. Okay. Il n'y a pas, donc on n'est pas dans l'idée de défendre une partie plutôt que l'autre. Non, des fois ça déçoit peut-être l'une ou l'autre partie de tenir ce discours-là, mais c'est la réalité. Okay. Donc on est dans une forme d'impartialité. C'est très important pour nous. On poursuit la protection de l'intérêt général. Donc la façon dont on va instruire le dossier est guidée par ces considérations-là. On va entendre éventuellement le bailleur qui va nous faire valoir ses arguments de défense, sa position, et en fonction de ce qu'il nous dira, on va considérer qu'on poursuit ou pas la procédure, et donc qu'éventuellement une amende serait prononcée à son encontre. Mais je dirais que même à ce stade-là, rien n'est joué. Ok ? Tout est à l'examen après l'audition. On réexamine le dossier dans son ensemble, même après l'audition. On le fait à chaque stade, évidemment, la constitution du dossier, mais particulièrement après l'audition. Alors, que peut faire un bailleur qui se voit inquiété par une infraction de discrimination, pour lesquelles éventuellement il va se voir prononcer une amende administrative qu'il va devoir payer? Eh bien, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est dans un premier temps renverser la présomption, alors même que la victime nous aurait dit « oui, j'ai été discriminée », il va dire « non, en fait, j'ai pas du tout discriminé, mais regardez comment ça s'est réellement passé, comment les contacts se sont déroulés entre nous, et j'ai pas discriminé, je lui ai clairement expliqué les raisons pour lesquelles je n'avais pas retenu sa candidature, et donc il va pouvoir, à un moment donné, renverser cette présomption de discrimination. Il peut apporter une justification à la discrimination opérée, même s'il reconnaît la discrimination, oui, c'est vrai, j'ai discriminé, parce que il va pouvoir effectivement nous apporter des éléments supplémentaires. Alors, si après l'audition, on considère que, tenant compte des éléments du dossier, de ce cas, ce que nous a rapporté
comme élément donc l'auteur de l'infraction, on considère qu'il y a toujours matière à poursuivre, okay, à ce moment-là, on va plutôt pour l'imposition d'une amende administrative. Donc, amende administrative dont le montant peut varier entre 125 et 6 200 €, mais majoré des décimes additionnelles. Donc, le montant de base, avec l'application du coefficient multiplicateur, c'est 1 000 €. Et puis, on peut aller jusqu'à un peu moins de 50 000 €. Ça va? Ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup. C'est en fonction des points de vue. Mais souvent, ce qu'on me demande comme question, ce qu'on me pose comme question, c'est on me dit, mais comment vous arrivez à fixer ce montant? Alors, on a quand même on a établi quand même en interne un certain nombre de critères qui nous permettent justement, entre 125 et 6 200 €, de pouvoir un petit peu mettre le curseur là où il faut et prononcer l'amende administrative la plus juste possible. Okay? Alors, quels sont les critères retenus? C'est par exemple le nombre de critères protégés qui ont été violés par l'auteur de l'infraction, éventuellement des circonstances atténuantes qui peuvent être reconnues dans le chef du bailleur, un état de récidive, un bailleur qui aurait déjà été sanctionné par une amende administrative par nos services et puis on le retrouve encore quelques mois après parce qu'il aurait à nouveau commis un fait de discrimination. Là aussi, on en tient compte. Et puis, il y a quelque chose de très particulier, mais c'est éventuellement le fait, on tient compte du fait aussi que si le bailleur a suivi une formation donc en matière de lutte contre les discriminations, sur proposition de la tiers. Donc, après ça, on prononce notre amende. Il y a 2 recours qui sont possibles donc à la suite de la décision de la DIRL. C'est un premier recours devant donc un service interne à Bruxelles Logement, mais qui est totalement indépendant de la direction inspection régionale du logement et qui va de nouveau réexaminer le dossier en toute indépendance, okay, et qui va soit confirmer la décision donc de la direction ou alors annuler la décision de la direction. C'est tout à fait possible. Ça va ? Et puis, si le bailleur n'est toujours pas content parce qu'éventuellement le service interne aurait confirmé la décision prononcée par la DIRL, il y a un recours qui est ouvert auprès du Conseil d'État. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une procédure administrative qui mène à un réexamen du dossier par la suite s'il y a un recours qui est introduit contre notre décision. On est tout à fait OK avec ça. Alors, dernière chose... Et là, je l'avais déjà dit, mais vraiment, c'est ce qu'il faut vraiment dire aux personnes que vous accompagnez ou à qui éventuellement vous communiquerez des informations liées à la lutte contre les discriminations, c'est qu'ils ne vont rien percevoir. Il n'y a rien qui se joue à la clé de toute cette procédure et en définitive, il n'y a pas d'indemnisation. Mais par contre, il y a un signal clair qui sera envoyé au bailleur qui vise à le sanctionner pour éviter qu'il ne reproduise ultérieurement de commettre des faits de discrimination. Ça va ? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Alors, il y a parfois des questions qui nous sont posées en matière de baux de résidence principale en général. Moi, je ne vais pas imposer spécialiste de ces matières-là, pas du tout. Si vous avez éventuellement des questions par rapport à ces problématiques-là, vous avez un certain nombre d'informations que vous pouvez retrouver dans des brochures qui se trouvent généralement sur le site de Bruxelles Logement, mais dont le lien se trouve sur le slide. Alors nous avons, et je ne suis pas peu fière de le dire, mais nous avons réalisé donc une brochure visant à informer tout public sur la matière de la lutte contre les discriminations, qui a été publiée sur le site de Bruxelles Logement, et on m'a dit en tout début de présentation qu'elle vous sera communiquée après cette formation. Elle va reprendre l'essentiel des informations à retenir par rapport à la matière, et c'est plutôt une bonne base à communiquer éventuellement aux usagers du service public. J'en termine par ça. Peut-être un petit mot sur ce qui nous attend cette année-ci et peut-être les suivantes. Donc, effectivement, on s'est beaucoup attaché à mettre en place les outils juridiques, logistiques, à créer notre service en interne. On s'est beaucoup
focaliser sur nos méthodes, acquérir de l'expertise, éventuellement en collaborant avec des organismes dont le core business, c'est la lutte contre les discriminations, telles que UNIA ou l'IEFH. Donc on s'est beaucoup attaché à ça dans un premier temps. Et puis maintenant, au travers des différents dossiers qu'on a dû à traiter, notre projet actuel, c'est vraiment d'informer au maximum tout public par rapport à la matière et de mettre en place éventuellement des collaborations avec les pouvoirs locaux ou avec le secteur associatif. Donc c'est ce qui nous occupera durant cette année 2024 et peut-être encore 2025. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation. Si vous avez éventuellement d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de me poser ou qui viendront par la suite, une fois que vous aurez un petit peu pris de la distance par rapport à toutes les informations qui vous ont été communiquées ce matin, il y a une adresse de contact. Vraiment, sentez-vous libre de poser une question, que je répète même 2 ou 3 fois la même chose, ça ne me dérange absolument pas. Le but, c'est que l'information en définitive qui est communiquée aux usagers soit correcte. Je crois qu'on peut en terminer ici. Je vous remercie encore infiniment pour votre participation, votre présence. Et je vous dis à bientôt.